Bonjour à tous et bienvenue dans une vidéo que je voulais faire depuis très très longtemps parce qu'elle était prévue pour la fin de l'été et nous sommes presque à la mi-octobre donc c'est ambiance plaid et tout. J'ai ouvert le canapé, tu vois, pour faire le canapé lit. Donc je suis toujours pas allé chez le coiffeur non plus, mais je me suis fait un truc un peu artiste, tu vois, t'as l'impression que je vais peindre un truc là, tu vois. Et en fait, c'est un peu dans le sujet puisque je vais vous présenter donc les quatre thrillers, vraiment entre guillemets au pinceau, parce que j'avais envie de lire pendant l'été régulièrement des romans où on parlait d'art dans des policiers, dans des thrillers, enfin dans des livres plutôt de ce genre-là. Et donc je vais commencer par le premier et le moins bon, ça va peut-être surprendre quelques-uns, il s'agit du Da Vinci Code de Dan Brown. Alors si même si cette édition, la couverture est très très belle, euh, voilà, je vais pas dire que c'est mauvais parce que j'aime pas dire ça, mais j'ai vraiment pas aimé du tout. L'histoire est pas mal, mais on sent que Dan Brown, il est trop dans la structure. On sent que son livre, il l'a écrit avant de l'écrire, si je puis dire. On dirait que il avait un plan de départ pour son bouquin, un plan qui est très très carré, et c'est ça quand, dans l'écriture, on sent qu'il est vraiment resté dans les chemins du plan et il n'en sort jamais quasiment. Il y a des personnages dans le livre, mais on ne sait jamais vraiment ce qu'ils ressentent. On ne sait pas vraiment grand-chose sur eux. Les personnages ne sont là que pour servir l'intrigue, servir l'histoire, l'enquête et tout, mais on ne sait rien des personnages. Voilà, ils sont fades. En tout cas, j'ai trouvé. Je n'ai pas vu le film hein, avec Tom Hanks et Sophie Marceau, je tiens à le préciser. Et voilà, ça a été un petit peu un souci. L'autre souci, c'est que le, les intrigues, il y a parfois des petites énigmes comme ça dans le livre, et j'ai trouvé les énigmes souvent très très faciles. Et voilà, on nous dépeint deux personnages, hein, que c'est un universitaire, je pense, Robert Langdon, qui s'appelle. Je sais plus, il est prof dans des universités ou je sais pas quoi, et il travaille aussi avec Sophie Neveu qui est cryptologue. Enfin, voilà, elle sait décrypter des trucs. Et pourtant, voilà, pour des intellectuels entre guillemets, je les ai trouvés très très mauvais. Euh, Parce qu'il y a des énigmes, la réponse paraît évidente. Moi, je suis là en tant que lecteur, hein, je suis pas, j'ai jamais fait de la cryptologie ou quoi, et voilà, j'ai dit, mais faites ça, les gars. Enfin, la réponse est évidente, la réponse de l'énigme est évidente. Et eux, ils partent dans des trucs, tu sais pas trop où ils vont, ils s'inventent des bazars de fous. Et, et voilà, quand on est face à une intrigue, à une énigme ou quoi, on commence par la solution la plus évidente. Et si jamais ça ne fonctionne pas, après, on essaye d'aller voir plus loin, de chercher un peu plus. Mais là, non, il part directement dans des trucs et après, il trouve la réponse évidente. Il fait, ah, bah oui, c'était juste ça. Je fais, mais oui, mais vous êtes vraiment des idiots que j'ai envie de leur dire. C'est le premier truc que moi j'aurais fait. Enfin voilà, il y a des choses, c'est pas très crédible, hein. Notamment la fin qui est totalement abracadabrantesque, que j'arrive à le dire. Et, et voilà, voilà, c'est trop, c'est too much, c'est vraiment too much. Et surtout que ça fait contraste avec les intrigues qui sont toutes faciles pour arriver à un truc de fou. Donc voilà, j'ai trouvé que ça n'allait pas ensemble. Voilà, les chapitres sont courts, ça se lit vite. Oui, c'est vraiment un page turner. Moi, je comprends quand même pourquoi il a été un best-seller. Voilà, c'est vraiment à la portée de tout le monde et tout. Mais t'as l'impression que l'auteur a vraiment voulu écrire quelque chose que tout le monde pourrait aimer, que des intrigues que tout le monde pourrait trouver. Voilà, j'ai trouvé ça trop facile. J'ai trouvé ça peut-être trop commercial. J'aime pas trop dire ça, mais voilà, ça a été un peu le cas. Euh, Ça n'a pas été vraiment la découverte de l'année, quoi. Et pourtant, j'en attendais beaucoup plus de ce livre vu le succès qu'il a. Ensuite, on va continuer par des livres que j'ai beaucoup plus appréciés. Je continue par L'Enfant de Bruges de Gilbert Sinoué. Alors, L'Enfant de Bruges, c'est l'histoire du fils adoptif de Jan van Eyck, le peintre, et il va être un peu son apprenti, il va apprendre toutes les techniques de peinture, on va apprendre beaucoup sur la peinture à l'huile, sur la façon de concevoir un tableau. Euh, et voilà, on est dans l'époque, on est en 1400, 1500, enfin c'est l'époque de la Renaissance. Euh, on apprend plein de choses sur la Renaissance, pas seulement sur les peintres, sur les primitifs flamands, mais aussi sur les débuts
de l'exploration du monde avec les Portugais, avec les Médicis, les premières banques. On est vraiment plongé dans la Renaissance et on va apprendre pas mal de choses sur cette époque. Donc, pour ceux qui ont envie de connaître cette partie de l'histoire, voilà, c'est un livre très très historique qui va nous donner beaucoup de détails sur cette époque de l'histoire. Donc voilà, ça je tenais à le préciser. On rentre vraiment dans cette ambiance, au Bruges de la Renaissance. Le livre nous emmène aussi à Florence, à l'époque de la Renaissance. On est vraiment plongé dans le truc, on ressent cette atmosphère-là. Parfois, il y a peut-être trop de détails historiques, mais il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, mais je tenais aussi à le préciser. Et voilà, c'est vraiment une histoire très très sympa, où il y a des meurtres, où on découvre qu'il y a un tueur en série dans Bruges, mais aussi dans d'autres villes belges, mais aussi en Italie, où il y a pas mal de meurtres qui se font. Alors on pense à des sociétés secrètes, on pense à une conspiration et tout. Donc voilà, il y a un petit aspect comme ça, thriller, qui, qui fait qu'on peut lire cette histoire, en apprendre beaucoup sur la Renaissance, sur la peinture et tout, et en même temps avoir un petit suspense derrière, un vrai petit thriller, hein, où il y a des scènes parfois un petit peu sanglantes et tout, mais c'est soft, hein, donc vous pouvez y aller tranquille, les scènes de meurtre et tout, c'est quand même assez calme, donc voilà, on donne pas trop de détails gore non plus, ne vous attendez pas à ça. En tout cas, c'était une très bonne redécouverte parce que je l'avais lu quand j'étais beaucoup plus jeune, et c'était sympa, mais c'était pas un truc de fou non plus, mais c'était sympa. Ensuite, là, on monte encore d'un cran. Un livre qui fait beaucoup parler ces temps-ci, il s'appelle Les Nymphes noires de Michel Bussy. Voilà, c'est vraiment génial. C'est excellent, on est vraiment dedans. Donc, on nous emmène là à Giverny, dans un petit village de la France, qui a connu un peintre assez célèbre, puisqu'il s'agit de Monet, donc les fameux nénuphars, tu vois, partout. Et il y a des choses bizarres qui se passent dans cette ville. Il y a un meurtre, euh, et on va dépeindre un peu trois femmes. Trois femmes qui leur arrivent des choses assez bizarres dans cette petite ville. Et donc il y a un meurtre et il y a un enquêteur qui arrive, qui va faire l'enquête, qui va aussi aller à la rencontre de ces femmes qui vont être un peu les témoins de ce qu'il se passe. Et, et voilà, je ne peux pas trop en dire parce que il y a beaucoup de rebondissements, il y a beaucoup de zones d'ombre dans ce livre. C'est vraiment un roman noir. C'est pas vraiment un policier au sens strict du terme. Ce n'est pas non plus un thriller haletant. On va dire qu'on est plutôt dans le roman noir. On est plutôt dans une atmosphère pesante, un peu Hitchcockienne pour ceux qui aiment les films d'Hitchcock. C'est vraiment génial, c'est vraiment excellent. La fin, c'est un truc de fou. Vous ne la verrez pas venir, même si j'ai eu cette idée de fin dans les toutes premières pages du livre. Et après, j'avais laissé tomber l'hypothèse. Et finalement, quand j'ai lu la fin, j'étais à la fois surpris parce que j'avais complètement laissé tomber cette hypothèse, mais j'étais en même temps fier d'avoir trouvé cette hypothèse dès le début. Donc voilà, c'était assez bizarre, mais c'est quand même très très inattendu. Il y a pas mal de choses qui se passent dans ce roman. Euh, beaucoup de, beaucoup de passages inattendus. Je vais y arriver. Je sais plus quel mot j'allais utiliser. Enfin, c'est pas grave, je vais continuer. Et voilà, je ne peux pas trop en dire, mais vraiment une atmosphère très très lourde, des personnages très très intéressants. On en apprend pas mal sur Monet, mais aussi sur comment peut-on devenir un peintre, quelles sont les motivations des peintres, les concours qui existent, les écoles qui existent. Voilà, on apprend beaucoup plus voilà, sur comment peut naître un peintre et tout ça. Mais voilà, vraiment, c'est carton plein, il est génial. Franchement, tentez-le, c'est excellent. Et enfin, le dernier, le chef-d'œuvre, le Michelangelo Léonard de Vinci, tout ce que vous voulez, il s'appelle Le Chardonneret de Donatarte. Pas la brique de malade, 1100 pages, et en plus c'est une édition qui est un peu plus grande que les pockets normaux. C'est écrit assez petit, mais c'est excellent, c'est vraiment excellent, excellent, excellent. C'est la première fois que je lis un livre aussi long et que il me paraît court tellement il est bien, mais c'est un pur chef-d'œuvre ce livre. Ça raconte l'histoire d'un
petit garçon, d'un adolescent, il a 13 ans, et il va au... Je sais plus comment on dit en américain, mais c'est le musée d'histoire de l'art, musée de l'art de New York. Et il visite ça avec sa maman, et il y a un attentat, la maman décède, et lui, il survit. Il survit et en voulant sortir, il est un peu blessé. En voulant sortir, il rencontre un vieux monsieur qui est vraiment à l'agonie. Je crois qu'il a perdu ses jambes, je ne suis plus très sûr. Et ils discutent d'art. Mais la scène est un peu surréaliste, un peu bizarre parce que c'est quelques secondes après l'attentat. C'est deux survivants de l'attentat un qui a agonisé et un qui est juste un peu blessé, qui discutent d'art. Et donc voilà, c'est assez bizarre. Et dans cette conversation, euh, de manière très très discrète, en fait, Donatart va le dire d'une manière assez discrète, c'est que le vieux monsieur dit au petit garçon de prendre un tableau qui s'appelle le Chardonneret, et de le prendre et de partir avec, et d'aller dans une certaine maison, il lui donne l'adresse et tout ça. Seulement, quand, quand Donatart écrit ce passage-là, voilà, moi, à la fin de ce passage, je n'avais même pas l'impression que le petit garçon avait volé un tableau, en fait. Tellement c'est genre une ligne ou deux dans une dizaine de pages. Et c'est vraiment très très discret. Et donc je me suis dit, mais l'histoire, elle parle d'un... Enfin, j'avais déjà entendu que ce petit garçon piquait un tableau. Et et je n'avais pas fait attention, j'avais pas vu qu'il avait piqué le tableau. Et j'ai dû revenir quelques pages en arrière, j'ai relu pour être sûr. Et je me dis, ah ouais, c'est là, il pique le tableau, mais c'est genre une ou deux petites phrases comme ça, vite fait. Et donc j'ai trouvé ça génial parce que l'auteur a voulu nous faire comprendre que, voilà, c'est un événement tout à fait banal, c'est un détail. Il a pris un tableau, mais ce n'est qu'un détail dans le truc. Et finalement, au fur et à mesure du livre, au fur et à mesure des pages jusqu'à la fin, en fait, ce tableau va monter en importance dans la vie de ce jeune garçon, qui s'appelle Theo Decker, au passage, je ne l'avais pas dit. Parce qu'au début, il fait que piquer le tableau et tout, mais petit à petit, il va se rendre compte que ce tableau, il a de la valeur, qu'il y a des gens qui sont à la recherche de ce tableau. Il va se passer énormément de choses, et plus ce garçon va vieillir, plus le tableau va être un poids dans sa vie, plus il va y avoir de la tension, plus il va être en stress. Ce garçon-là, il va totalement partir en couille, je vais pas trop en dire, mais il va avoir des mauvaises fréquentations, il va tomber dans la drogue, il va se passer plein de choses. Et la fin, c'est un véritable thriller sur la fin, quoi. Il va se passer des trucs de malade. Je crois qu'à la fin, il doit avoir une vingtaine d'années, un truc comme ça. Et l'histoire nous emmène à la fois à New York, à Las Vegas, à Amsterdam aussi. Et waouh, c'est long, c'est long. Il y a peut-être des passages qui traînent un peu plus en longueur, mais moi, ça m'a pas gêné tellement c'était génial. Plus on avait vraiment envie de connaître l'histoire de ce gosse au début qui perd sa mère, donc il doit changer de famille. Il change de famille souvent, comme ça, dans l'histoire. Donc on rencontre à chaque fois de nouvelles personnes. Et, et voilà, on ne sait jamais si ces personnes vont être bonnes, si elles vont être méchantes, si elles vont avoir un effet bénéfique sur la vie de Théo, si au contraire ça va partir en cacahuète, on ne sait jamais. Et voilà, c'est une épopée. Il parle beaucoup, Donatarte parle beaucoup de Charles Dickens aussi dans ce livre. Je crois que le nom de cet auteur est cité 5, 6, 7 fois. Et voilà, c'est vraiment un Oliver Twist des temps modernes. C'est vraiment génial. C'est vraiment excellent. J'ai adoré ce bouquin et c'est le meilleur bouquin waouh, que j'ai lu depuis très 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 longtemps. Donc voilà, ce n'est pas une surprise que quand je vais faire le top 10, le flop et tout à la fin de l'année, ben, il sera en première position des meilleurs livres que j'ai jamais lus. Il est vraiment excellent. Donc je vous le conseille. Et sur cette bonne note, je vais vous laisser. Je suis content d'avoir fait cette vidéo parce que c'était une petite thématique que j'avais envie de faire. La prochaine thématique, je l'ai appelée American Nightmare, donc le cauchemar américain. Et j'ai choisi des livres en fait qui vont parler d'Européens qui vont émigrer aux États-Unis et qui vont connaître le cauchemar américain. Donc voilà, j'ai plusieurs livres dans cette thématique et je vais essayer de les lire d'ici novembre, comme ça je pourrai faire la vidéo en novembre. D'ici là, je vous souhaite d'excellentes lectures, je vous souhaite un beau mois d'automne, de profiter des plaids, des chocolats chauds, de tout ce que vous voulez. Ciao ciao, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!